Ça, c'est le premier appareil photo argentique que j'ai acheté. Je faisais déjà un peu d'argentique avec un Nikon F401 que j'avais récupéré depuis un an, mais j'aimais pas trop le côté tout électronique de cet appareil-là, et je voulais un truc plus mécanique, plus manuel. Du coup, je suis allé dans une boutique spécialisée dans Paris, et j'ai demandé conseil au vendeur qui m'a sorti ce Minolta X700. Il m'a dit que c'était pas mal pour débuter, alors du coup, je l'ai cru sur parole, et je suis reparti avec. Depuis j'ai eu d'autres appareils, mais c'est le seul que j'ai jamais revendu et que j'ai toujours gardé. Et depuis 8 ans maintenant que je fais des photos avec, je me suis acheté d'autres optiques, et particulièrement ce Panket 45 mm qui fait que l'appareil est beaucoup plus compact et facile à transporter, surtout quand on voyage. C'est justement ce setup là, le Minolta X700 avec un 45 mm f2, que j'ai emmené à Genève pour vous faire une petite sortie photo et vous montrer l'appareil que j'ai le plus utilisé de toute ma vie. Ce que ça donne. Minolta, c'est une marque japonaise qui existe plus du tout aujourd'hui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vers le début des années 2000, l'argentique c'était en grosse perte de vitesse à cause de l'arrivée du numérique. Et en 2006, il y a Sony qui voulait se lancer sur le marché de la photo numérique, qui a racheté la marque. Ils ont même gardé le nom Alpha pour leurs appareils numériques, qui est un nom qui est apparu sur les derniers appareils argentiques que Minolta a fabriqués. Du coup, je trouve qu'on peut un peu voir Sony comme la suite historique de Minolta. Minolta Alpha 9000 新発売. Oh, c'est stylé quand même la montagne et tout. J'essaie de faire des techniques pour pas que les gens captent que je les prends en photo. Ouais. Vicieux. Le X700, c'est vraiment l'appareil qui a eu le plus gros succès de toute l'histoire de chez Minolta. Quand il sort, en 81, c'est vraiment un appareil à la pointe de la technologie. Et il va le rester jusqu'en 85, quand Minolta propose le tout premier appareil qui propose l'autofocus, le Minolta 7000. Le Minolta 7000 fait le net tout seul, plus vite qu'un pro. Minolta 7000, premier système réflexe autofocus intégré au boîtier. Mais en 81, Minolta, ils sont plutôt à la traîne, parce que chez Canon, 3 ans plus tôt, ils avaient sorti le Canon A1, qui est le tout premier appareil qui proposait le mode programme. Et en fait, ce mode, il est assez important dans l'histoire de la photo, parce que pour la première fois, les appareils sont capables de s'occuper de tous les réglages d'exposition automatiquement. Ça paraît pas grand chose aujourd'hui, mais à l'époque, ça a démocratisé de dingue la photo, parce que d'un coup, il n'y avait plus à apprendre comment exposer correctement. Je vais attendre qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Je pouvais pas rêver mieux qu'un parapluie rouge. Pour rattraper leur retard, Minolta y met toutes les options qui existent à l'époque dans le X700. À commencer par le mode programme, qui est le mode idéal pour tous ceux qui veulent pas s'occuper des réglages. Bon, sauf la mise au point, parce qu'ils avaient pas encore inventé l'autofocus à ce moment-là. Mais quand même, l'appareil il est capable de prendre le contrôle de l'objectif et de choisir la meilleure combinaison ouverture-vitesse tout seul. Pour prendre des photos dans ce mode, il faut bien régler la molette des vitesses sur P et tourner la bague du diaph sur l'ouverture minimale, qui est indiquée en vert sur l'objectif. D'ailleurs, faut faire gaffe parce que sur cet appareil, on peut monter plein d'objectifs, mais ils sont pas tous compatibles avec le mode programme. Il faut absolument qu'il y ait écrit MD sur l'avant de l'objectif, sinon le mode programme il marchera pas.
S'il y a écrit MC, c'est que c'est une optique trop ancienne qui marchera que en mode priorité ouverture ou mode manuel. Dans la description, je vous ai laissé un lien qui recense tous les objectifs Minolta MD et MC, et tout en bas de cette page, il y a un tableau avec des très bonnes descriptions qui permettent de comprendre la différence entre les générations d'objectifs. Le mode programme, c'est super si on veut pas du tout s'occuper des réglages, mais si on veut plus de contrôle, il y a aussi le mode priorité ouverture, qui est la lettre A sur la molette de sélection des vitesses. Perso, moi, c'est le mode que j'utilise tout le temps, parce que quand on change l'ouverture, l'appareil il va changer tout seul la vitesse pour s'adapter au diaph que vous avez choisi et avoir une photo bien exposée. Ce changement, on le voit directement dans le viseur, parce qu'il y a une petite diode qui va s'afficher à côté de la vitesse à laquelle l'appareil a choisi de déclencher. Et c'est pour ça que je trouve que le mode priorité ouverture c'est vraiment le meilleur, parce que quand on commence, ça permet de comprendre la relation entre la vitesse et le diaph, et quand on est un peu plus expérimenté et qu'on commence à s'habituer à l'appareil, on peut prendre des photos hyper vite. C'est mignon le petit chien. Il y a aussi un autre avantage dans ce mode, c'est que l'appareil n'a plus besoin de prendre le contrôle de l'objectif. Du coup, on a accès à tous les objectifs MD et MC, ce qui fait qu'on multiplie le nombre d'optiques qu'on peut monter sur ce boîtier. J'ai pris sans grande conviction, mais il y a de la couleur au moins. Il y a 2-3 autres trucs aussi que j'adore sur ce X700, et en particulier le bouton de déclenchement tactile. Il y a juste à poser le doigt dessus et la cellule s'active. Je trouve ça vraiment génial parce que quand il faut faire une demi-pression, il y a un peu un risque de déclencher sans le vouloir. Il y a un autre truc aussi qui est pas mal, surtout quand on débute, c'est le mode sonore. En fait, on a 2 boutons on, un normal et un avec des petites ondes dessinées sur le côté. Celui-là, il fait que quand on est à des vitesses à 1/30 de seconde ou en dessous, l'appareil il va biper pour nous avertir qu'il y a un risque de flou de bouger. Alors ça veut pas dire que si ça bip pas, on n'a aucun risque d'avoir de flou de bouger, parce que c'est quand même plus compliqué que ça, le flou de bouger, mais au moins ça aide à faire gaffe à ça et à comprendre les situations dans lesquelles il n'y aurait pas assez de lumière pour prendre des photos à main levée. Il y a encore une autre option dont je me sers tout le temps, c'est la mise en mémoire de l'exposition. Typiquement, moi je m'en sers quand je veux faire une photo où il y a beaucoup de ciel dans l'image. Si je prenais une photo directement, l'appareil il exposerait pour le ciel, et toute la partie basse de la photo, elle serait hyper sous-exposée. Alors pour éviter ça, ce que je fais, c'est que je vise le sol, j'appuie sur le bouton de mise en mémoire d'expo, et tout en gardant appuyé, je refais mon cadre, et je déclenche. Comme ça je peux avoir une photo bien exposée pour le sol, là où généralement il y a les gens et les sujets qui m'intéressent. Il y a aussi un mode retardateur de 10 secondes et un bouton de prévisualisation de la profondeur de champ, dont je me sers quand même beaucoup moins souvent, mais qui peuvent être utiles dans certains cas. Il est cool ce petit parc, non? Il me ressemble pas trop, mais j'aime bien les fleurs là. Ouais, elles sont jolies. Et ça me ressemble pas trop de prendre en photo des fleurs. Non, la dame elle était bien placée. Ah, il y a un copain sur l'autre. Vu que le X700 il s'est hyper bien vendu à sa sortie, 2 ans plus tard, en 83, Minolta ils sortent le X500. The Creative Auto Manual SLR, the Minolta X500.
Avec cet appareil, Minolta ils veulent proposer un appareil plus accessible et moins cher que le X700, alors pour ça ils font quelques changements dessus. Et les deux plus gros changements, c'est d'enlever totalement le mode programme et la molette de compensation d'exposition. Mais d'un autre côté, ils en ont aussi profité pour régler les défauts que les gens avaient remarqués sur le X700. La plus grosse, c'était que quand on était en mode manuel, la LED de vitesse dans le viseur, elle affichait que la vitesse suggérée par la cellule et pas la vitesse qu'on avait choisie manuellement. Alors du coup, sur le X500, ils ont rajouté une deuxième LED qui clignote à côté de la vitesse qu'on a choisie en mode manuel. Mets ta montre Casio. Casio. Rolex. Tu veux qu'on aille dormir là cette nuit? Ouais, je veux Je bien. suis pas sûr qu'on ait les moyens. Faut toujours un petit point canard dans nos vidéos. Ça sera Sur au fond, c'est pas un canard, non? au fond. Bah, c'est bien moins un canard. Hein. Ouais, mais c'est pas un canard normal. Il est pas comme les autres. Le soleil là-haut. S'il vous plaît. Bon, il a l'air parti là. Hein. T'es content? Je suis très heureux. C'est sûrement la photo la plus moyenne de tout. L'année d'après, en 84, Minolta recommence et ils sortent le X300 qui rajoute encore un appareil dans la gamme mais par le bas pour en faire un appareil encore plus accessible. C'est un boîtier qui a une base de X500, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas le mode programme, mais cette fois-ci il y a un gros changement au niveau de la sélection des vitesses avec une fenêtre d'affichage plutôt qu'une molette. On garde un mode automatique avec la priorité ouverture sur cet appareil, mais la molette de sélection, elle se verrouillait sur les modes automatiques sur le X700 et le X500, et là c'est plus le cas. On perd aussi le mode sonore pour éviter le flou de bouger et le bouton de prévisualisation de la profondeur de champ, mais surtout je trouve que le plus gros défaut de ce X300, c'est qu'ils ont enlevé la fenêtre de visualisation du diaph, ce qui fait qu'il faut retirer son œil du viseur pour savoir à quelle ouverture est l'objectif. Alors rien que pour ça, je vous conseillerais pas d'acheter le X300 parce que c'est quand même une fonctionnalité hyper pratique. Et aussi, je trouve que le changement au niveau de la sélection des vitesses, il fait que c'est quand même beaucoup moins pratique à utiliser et que niveau design, ça fait que l'appareil, il est beaucoup plus ancré dans les années 80 que les deux autres, à tel point qu'en 90, ils vont sortir le X300S, qui est une version en plastique noir du X300 pour essayer de relancer les ventes, alors que le Minolta X700, lui, il s'est vendu jusqu'en 99 en l'état sans bouger. Ça prouve que le X700 c'est un appareil à l'épreuve du temps niveau design, parce que 17 ans de vente sans être mis à jour, c'est vraiment une performance. Le X700, c'est clairement l'appareil le plus populaire jamais vendu par Minolta, et vu qu'ils en ont produit littéralement des millions, c'est souvent celui dont on entend parler en premier. Mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça soit si intéressant d'avoir le mode programme, parce que c'est un mode qui a été inventé dans les années 80 pour rendre la photo plus accessible à des gens qui avaient pas de photo numérique ni de smartphone. Alors au final, je trouve que si on n'utilise pas le mode programme, le X500 c'est sûrement le plus intéressant parce que malgré le fait qu'il soit en dessous du X700 dans la gamme, Minolta ils ont gommé pas mal de petits défauts du X700 et ils en ont fait finalement un boîtier plus abouti. En plus, le X500, vu qu'il est moins populaire que le X700, on le retrouve souvent pour moins cher sur les sites de revente, ce qui en fait un appareil vraiment sous-coté. D'ailleurs, pour info, si vous cherchez à acheter ces appareils, vous allez peut-être tomber sur des modèles qui s'appellent X370 ou X570. En fait, c'est des X300 et des X500, c'est juste que c'est les noms américains, donc ils sont quand même beaucoup plus rares en Europe, mais au final, c'est exactement les mêmes. Aussi, dernière info, ils existent tous en version argent et noir, sauf que le X700 version argent, il a été vendu que au Japon et pendant pas longtemps, ce qui fait que ça en fait une version assez rare. Par contre, je sais pas pourquoi, ils ont enlevé la mémoire d'exposition, donc pas sûr que ça soit un super plan. Allez, je fais ma dernière photo. Un
description, je vous laisse aussi un super site qui s'appelle Record Files et qui est spécialisé Minolta. C'est un site internet en anglais et pas très moderne, mais il y a quand même vraiment de bonnes infos sur les optiques et les appareils de cette époque-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces appareils, je serais très curieux d'avoir votre avis. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, ça aide à soutenir ma petite chaîne YouTube. Et puis, je vous dis à la prochaine.